Avec la crise du coronavirus, nous avons dû toutes et tous nous adapter, changer nos habitudes, nos relations sociales, notre manière de travailler. Nous avons aussi changé notre manière de parler. Confinement, déconfinement, gestes barrières, distanciation sociale, distanciation physique ont été dans toutes les bouches. Des mots nouveaux, que ce soit par leur forme, des néologismes morphologiques, ou par leur sens, des néologismes sémantiques ou néosémiques. Des emprunts à l'anglais, des expressions inédites, des polémiques. Faut-il dire rouvrir ou réouvrir les magasins? Faut-il dire le ou la Covid? Signe de cette ébullition de la langue, le rythme de travail des dictionnaires qui a été bouleversé. Bon, on ne vous parle pas ici du dictionnaire de l'Académie française dont la dernière édition complète date des années 1930, mais plutôt du Robert ou du Larousse, qui chaque année vers février nous donnent leur liste de mots pour leur prochaine édition. Avec la crise du coronavirus, le Robert a dû lui aussi s'adapter et intégrer dans son édition électronique les nouveaux mots de la crise sanitaire. Et le Wiktionnaire, dictionnaire collaboratif en ligne, a une nouvelle fois prouvé son intérêt et son utilité en intégrant massivement ces mots. Eh bien, nous aussi, à Parler comme jamais, on a essayé de s'adapter et de se pencher avec nos collègues de Programme B sur ces nouveaux mots, sur ces nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'elles nous révèlent du fonctionnement de la langue? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable bouleversement langagier? On en parle avec Thomas Rozek de Programme B et ma collègue Maria Candéa, sociolinguiste à l'Université de Paris 3 et conseillère scientifique de Parler comme jamais. On a commencé par se dire que si la langue n'entre pas en crise, elle l'accompagne cependant au travers de ce vocabulaire, de ces champs lexicaux ou sémantiques qui s'imposent durant ces événements majeurs et globaux. Oui, ça montre bien que la langue n'est pas détachée de la société. La langue n'est pas quelque chose qui serait à côté. Maria dit souvent qu'il serait dans une boîte à côté qu'on ouvrirait de temps en temps. La langue, elle est dans la société, elle est dans nos usages. Et c'est normal qu'elle soit là quand on parle de crise. Elle fait partie de la société, elle fait partie des évolutions de la société. Elle les dit, elle les accompagne, elle les nomme, elle aide à les comprendre, elle aide à les gérer. Donc forcément, cette crise du coronavirus, on allait à la fois la sentir dans la langue, essayer à des moments de la comprendre avec la langue, de l'expliquer avec la langue. Et donc, bien sûr, elle va jouer, tu te demandais si c'était le champ lexical ou sémantique, eh bien, les deux. Ça va jouer sur le lexique avec l'invention de nouveaux mots, et ça va jouer sur la sémantique avec l'invention de nouveaux mots. Ça peut être aussi le fait que des mots prennent un autre sens. La sémantique, ça renvoie plutôt au sens et le lexique au vocabulaire. Alors, si on commence par le vocabulaire, c'est quoi les mots qui vont rester? Alors, c'est difficile de se projeter, vu qu'on est encore en plein dedans, mais c'est quoi les mots qui apparemment vont rester, qui sont apparus, qui ont été créés par cette crise, par les usages qui en ont été faits, et qui risquent de rester dans notre vocabulaire encore un petit moment? On peut penser que, par exemple, le nouveau sens du mot confinement et le mot déconfinement vont rester, parce que quand même ça nous a marqué, et puis pas juste à l'échelle de la France, à une échelle mondiale, donc on peut penser qu'ils vont rester. Après déconfinement, on a dit souvent que le mot a été créé avec la crise. C'est difficile de savoir exactement quand un nouveau mot est créé, parce qu'on peut toujours trouver une occurrence antérieure. Mais en tout cas, cet usage-là massif, il est nouveau. Par exemple, pour le mot confinement, du point de vue sémantique, avant confinement, ça ne voulait pas du tout dire ça. Ça voulait pas dire des populations, beaucoup de personnes qui sont confinées obligatoirement. Et déconfinement, on l'avait pas vu non plus, ce mot-là. On peut toujours trouver une occurrence antérieure, mais il a été forgé par rapport au mot confinement, donc avec une formation morphologique particulière et avec un sens particulier. Mais après, Maria en parlait, par exemple, il y a certains mots qui sont d'un usage moins massif, qui sont plus générationnels ou plus d'un certain milieu social et qui peut-être ne vont pas rester, par exemple apéro Zoom, ce genre de choses. Je ne sais pas si Maria, tu veux en dire quoi? Juste sur déconfinement, en fait, c'est intéressant parce que le préfixe « dé », c'est un préfixe hyper productif en français. Les enfants l'utilisent spontanément et en fait c'est un préfixe qui a deux sens, c'est deux préfixes en un qui est très ancien, qui n'est plus du tout productif et qu'on trouve dans dessécher ou dans délimiter. Dessécher ou délimiter, c'est l'extrême de sécher ou l'extrême de limiter, enfin c'est vraiment un sens très fort, c'est pas le contraire, alors que le préfixe dé, pour nous maintenant, le seul préfixe productif c'est celui négatif. Et par exemple pour les enfants c'est très facile de former
des mots avec des, même quand ils n'existent pas, enfin de les former spontanément, et c'est ce qu'on a fait avec des confinements, tout le monde l'a formé spontanément. Les enfants forment démourir, par exemple. On va faire démourir un animal, ou on va essayer de faire démourir un animal, c'est tout à fait logique, hein, c'est dans la logique de la langue. Par contre, dessécher, pour un enfant, ça voudra dire mouiller quelque chose. Donc en fait, ça fait partie des outils que la langue met à notre disposition et dont on se sert spontanément tout le temps. Et tous ne vont pas dans le dictionnaire, tout simplement parce qu'ils ne vont pas être suffisamment repris. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la capacité qu'on a à créer des mots nouveaux dans notre propre langue, qui est quelque chose qui fait partie de nos compétences et de nos pratiques. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ces créations vont se diffuser, et vont se stabiliser, vont être adoptées par plein de gens? C'est complètement autre chose, c'est un phénomène social, pas linguistique. Justement, ce qui est intéressant avec Déconfinement, c'est que pas mal de personnes ont dit que ça a été créé par Édouard Philippe lorsqu'il l'a prononcé dans son premier discours officiel à ce sujet, si je ne me trompe pas, le 1er avril. Mais moi, je pense que c'est absurde. D'autres personnes l'ont utilisé, fait avant, puisque comme le dit Maria, c'est un préfixe très productif en français. Je pense que dès qu'on nous a parlé de confinement, il y a plein de personnes qui ont dû dire déconfinement tout de suite, qui ont dû se dire bon, quand est-ce que ça va terminer, donc quand est-ce qu'on va pouvoir se déconfiner. Voilà, Édouard Philippe, c'est juste le fait que le mot effectivement est entériné dans une langue politique administrative officielle. Mais si le mot est bien implanté, c'est parce qu'il a été massif et justement il a été sans doute créé par plein de personnes en même temps. Et c'est ce qui expliquera sans doute qui se maintiendra dans la langue, vu qu'il était l'usage précédait, on va dire, la sanction légale quasiment du Premier ministre. Justement, si on en reste sur cette idée de la validation de ces mots, on a assisté à un processus très très français pendant cette séquence. C'est le moment où l'Académie s'est réveillée après plusieurs semaines de pandémie et a décidé que le Covid était en fait la Covid. Oui, alors après plusieurs semaines, après 2 mois, ce qui est beaucoup par rapport au langage, mais pas beaucoup des fois par rapport à l'Académie. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'Académie française, bon, des fois, elle a des réactions qui n'ont absolument rien de linguistique, qui n'ont aucune valeur linguistique, qui ne s'appuient sur aucun argument linguistique. Là, pour être honnête, il y avait des arguments linguistiques. L'argument, c'était qu'en gros, vu que c'est un acronyme Covid et que le D renvoie à disease en anglais, donc à maladie, et que maladie est un mot féminin, on devrait mettre ça au féminin. C'est un argument qui, du point de vue linguistique, peut se discuter parce que des fois, on pourrait dire que bon, on n'a pas forcément conscience que c'est un acronyme. En plus, c'est un acronyme anglais. Donc, ça pourrait se discuter d'un point de vue linguistique, mais au moins, il y avait un argument linguistique. Et c'est le même, l'usage massif de Covid au masculin était complètement partagé par tout le monde. Donc, ça sert à rien de dire ça 2 mois après quand l'usage est implanté. Alors qu'au Québec, ce qui est intéressant, c'est que l'Office a recommandé aussi la Covid, mais l'a recommandé beaucoup plus vite en travaillant en partenariat avec les médias et du coup a aussi accompagné l'usage. Et effectivement, là-bas, on dit plutôt la Covid. On dit les deux. En fait, il faut faire attention parce qu'il n'y a jamais d'homogénéité. On dit les deux parce qu'au tout début, on nous a dit le coronavirus, donc ça, tout le monde l'avait appris. La plupart des gens disaient le corona, enfin ça faisait parce que c'est trop long. Et après, on nous a expliqué qu'il y avait plein de coronavirus différents et que c'était pas assez précis. Et tout le monde a compris que Covid-19, c'était le nom précis de ce coronavirus précis. Et en fait, là où il y a flottement, c'est qu'il y a plein de gens, la plupart des gens utilisent le Covid pour appeler le virus et non pas la maladie provoquée par le virus. Et c'est ça le point d'ambiguïté. Et même au Québec, où les médias ont massivement parlé de la Covid pour la maladie déclenchée par le coronavirus de 2019, même là, il reste l'ambiguïté. Il y a plein de gens qui appellent attraper le Covid parce que c'est le virus en fait. Donc je pense que ça restera... Oui, donc même là-bas, effectivement, il y a les deux usages, mais au moins, là, si on réfléchit au rôle des institutions, l'institution là-bas ne va pas complètement contre un usage, puisqu'il y a quand même un usage du là, alors qu'en France, c'est vraiment absurde. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, si on réfléchit au rôle des institutions qui se mêlent de langue avec cet exemple de le ou la Covid, c'est que si on remarque quelque chose, l'Académie française a dit qu'il fallait dire la Covid. Bon, déjà, 2 mois après, alors que l'usage est implanté, c'est absurde. Mais si on va plus loin, regarde les journaux qui relaient l'avis de l'Académie française comme légitime, typiquement Le Figaro, ils nous disent l'Académie française a tranché, il faut dire la Covid. Et si tu regardes, le jour même et le jour d'après, il y a des articles du même Figaro qui continuent à dire le. Si on regarde les prises de parole des académiciens, Tim Finkielkraut, il continue à dire le. Donc, à quoi sert cette académie si même ses soutiens médiatiques, si même ses représentants institutionnels
ne suivent pas les préceptes qu'elle donne. Eh bien, ça ne sert justement qu'à nous dire, vous parlez mal. C'est même pas l'idée de mettre en place un autre usage et d'ériger de nouvelles règles, puisque eux-mêmes ne le font pas. Ça sert juste à dire, vous parlez mal. C'est assez révélateur, à mon avis, de l'Académie française. Ça ne sert pas à nous donner des règles, ça ne sert pas même pas tellement à essayer de changer notre usage, ça sert juste à provoquer ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique. Oui, ça c'est spécifique à l'Académie française qui n'a pas d'outils, qui n'a pas d'équipe technique, qui n'a pas de veille sur l'usage, qui ne sait pas comment fonctionne la langue, qui n'a pas de spécialiste, qui ne produit pas d'outils non plus, qui ne produit pas de dictionnaire, c'est un par siècle, pas de grammaire, rien. Alors que les dictionnaires ont quand même ce rôle actif, beaucoup plus efficace que l'Académie. Et là, c'est plus intéressant, je trouve, de parler des dictionnaires. Et l'émission de Parler comme jamais sur les dictionnaires, je pense que ça a apporté beaucoup d'informations aux gens, parce que les gens imaginent aussi que les dictionnaires ont un rôle un peu comme l'Académie, et presque que les dictionnaires travaillent avec l'Académie, ce qui est complètement faux, alors que les dictionnaires ont justement des équipes de veille et font des choix de lignes éditoriales pour savoir quels sont les mots qu'ils vont mettre en avant en fait, et auxquels ils vont donner une sanction, mais ils disent clairement, ils observent les usages, ils vont pas inventer des mots. Il y a un exemple de ça qui est très frappant. Les lexicographes du Robert qui ont donc mis en ligne dans leur version électronique, ont intégré des mots autour du coronavirus, ont indiqué pour Covid le ou la Covid, mais pas parce que l'Académie française a dit qu'il fallait dire la Covid, parce que l'usage francophone est partagé, puisque au Québec, il y a aussi des personnes qui disent la Covid. Donc, c'est bien l'usage qui a été enregistré dans ce choix de dire le ou la Covid, genre indéterminé, et pas du tout l'Académie. Au-delà de nos angoisses linguistiques et de toute la langue qui a été déployée, notamment médiatiquement, pour parler de cette crise, parler abondamment de cette crise, voire parler tout le temps de cette crise, il y a aussi plein d'usages de la langue un peu plus légers qui se sont développés, là plutôt du côté du public, des citoyens. Et on a retrouvé le besoin un peu ludique de jouer avec la langue, même dans les périodes, et surtout même peut-être dans les périodes de crise. Oui, ça je pense que c'est important parce que des fois on a une vision du langage très restreinte comme purement informatif et on oublie qu'il y a aussi toutes les fonctions esthétiques, ludiques avec la langue, et on a vu effectivement beaucoup de jeux avec les mots, sur les mots, avec des mots composés, des mots valises, des dérivés, coronapéro, zoonapéro, skypapéro, beaucoup d'apéros, aussi beaucoup de des mots valises covidio, corona love, covidé, covid fatigué, enfin bref, il y a eu plein d'inventions, et ça je pense que ça montre à quel point déjà on a besoin de nommer ce qui se passe, de se saisir des mots, et effectivement quand on parle aussi de choses qui sont difficiles, de les mettre un peu à distance en jouant avec les mots. Et faut pas oublier que le langage c'est aussi ça, ça a toujours été ça, et c'est normal, et c'est un beau moyen de s'approprier la langue et peut-être aussi de mieux supporter les événements. C'est aussi un outil de s'affilier à des groupes en fait. Il y a des modes par groupe. Quand on utilise certains mots, on montre qu'on fait partie de tel ou tel groupe, telle ou telle génération, qu'on a telle ou telle pratique. Le langage, c'est aussi une pratique sociale, et donc elle est partagée. Et c'est un peu comme les vêtements, comme les choix qu'on fait, qu'on affiche, qu'on montre aux autres. Donc tout le monde n'a pas utilisé zoomapéro. Oui, on retrouve ce qu'on disait au début. Autant il y a des usages massifs comme confinement, déconfinement, autant certains de ces néologismes comme zoomapéro, c'est des usages plus restreints qui effectivement appartenir soit à certains milieux sociaux, soit à certaines pratiques, à certaines générations. Et peut-être que ça, ce sont plus des mots à la mode. Ces mots-là, on n'est pas sûr qu'ils vont rester, par exemple. Parce que justement, c'est la différence entre un usage massif et un usage restreint, plus marqué socialement ou plus marqué d'un point de vue générationnel. Qui dit usage massif ou appartenance dit aussi malheureusement souvent exclusion, parce qu'il y a toujours des catégories de personnes qui sont laissées en dehors de ces usages. Et là, je pense tout particulièrement aux personnes sourdes et malentendantes. On a pas mal parlé d'elles et eux pendant cette séquence. D'ailleurs, Parler comme jamais et Programmé, on a chacun de notre côté fait des épisodes autour de ces questions. Comment elle s'inscrit, notamment la langue des signes française, dans une crise comme celle-là ? Ce qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est que quand on parle des néologismes de la formation en langue vocale française, il ne faut pas oublier qu'il y a la même chose et les mêmes problèmes qui se sont posés en langue des signes. Et il y a du coup aussi des questions qui sont posées. Comment est-ce qu'on allait signer
coronavirus, par exemple. Et puis, comment signer aussi des mots qui n'avaient pas de signes en langue des signes jusqu'ici. C'était, par exemple, alors là, je ne sais plus comment le prononcer, hydroxychloroquine. Voilà, hydroxychloroquine. Ça, si on l'épelle, ça va être beaucoup trop long. Ça ne va pas du tout être efficace comme communication. Donc, il faut trouver soit un signe, soit une périphrase. Mais ça a nécessité des facultés d'adaptation très rapides. On n'avait pas forcément le temps d'attendre qu'un usage s'impose. Et ça aussi, je trouve que c'est très révélateur de comment ces processus de création de nouveaux mots se posent dans toute langue. C'est ça se pose dans toute langue. En fait, c'est très marrant ce que tu as fait, hydroxyclo, comment on dit déjà. Et voilà, toutes les langues ont eu ce problème-là. Comment on dit c'est quoi ce truc? Et ça, c'est pas un mot nouveau, c'est juste qu'on a appris des mots. On a aussi vu l'émergence dans toutes les langues, pour le coup, de mots nouveaux qui se ressemblent. Tu mentionnais, Leïla, quand on préparait l'émission, Covidio. Oui, Covidio, donc un mot qui est formé, une sorte de mot valise qui est formé par donc Covid et idiot. Et ce qui était drôle, c'est que il y a beaucoup de veille autour des nouveaux mots, des néologismes. Visiblement, il est apparu dans plein de langues parce qu'il a des équivalents faciles dans d'autres langues, donc en espagnol, covidiota, en néerlandais, en allemand. Et en français, par exemple, il est visiblement très utilisé au Québec. Donc, j'ai regardé un peu les journaux, par exemple le Journal de Montréal, qui parle souvent des rassemblements de Covidio pour des gens qui manifestent contre le confinement. Donc ça a été un nouveau mot qui a eu beaucoup de succès. Et bien peut-être que ça témoigne aussi bien de notre besoin de faire des nouveaux mots que de notre besoin des mots de nous énerver et de trouver des cibles dans les moments de crise. Qui a moins eu de succès en France parce qu'il y a eu moins de rassemblements comme ça. Il y a eu moins de tensions peut-être, en tout cas pour l'instant. Ce que ça révèle, c'est toujours des choses finalement qu'on savait avant. C'est le fait que les gens sont assez braqués. Nous, on a un vrai bonheur à observer les nouvelles choses. On prend des notes et on se file des SMS. T'as entendu Covidé? Je connaissais pas. Super, je note. Enfin, c'est un vrai bonheur de regarder ce qui sort, ce qui émerge, les choses nouvelles. Et il y a une réaction qui n'est pas celle de tout le monde, mais qui est quand même très courante en français, de dire « Oh là là, est-ce que le mot existe? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ?» On a lu des choses comme ça, mais est-ce qu'on peut dire déconfinement s'il n'est pas dans le dictionnaire? Vraiment une espèce de peur par rapport à sa propre langue, qui fait que les gens, au lieu d'avoir conscience de leur pouvoir, qui est énorme, sur leur langue, ils ont plutôt peur. Enfin, du coup, c'est une attitude un peu timorée, un peu... Oui, en fait, je pense qu'on dit souvent « Ah mon Dieu, cette crise va changer la langue ». Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on voit des nouveaux mots, des nouveaux usages qui émergent et qui s'imposent. En témoigne la réaction du Robert, là, de les intégrer très vite. Mais on retrouve en même temps des processus et des débats habituels. Parce que la création de nouveaux mots, on n'a pas attendu maintenant. La tension entre l'usage et l'institution, des institutions puristes type Académie française déconnectée de l'usage, c'est pas nouveau non plus. Le fait d'utiliser le langage pour informer, pour jouer, ça c'est aussi quelque chose de très vieux. La différence entre un usage massif, un usage restreint, plus social, comme disait Maria, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça concentre plein d'enjeux autour de la langue qu'on peut observer en même temps, et c'est à la fois surprenant et non surprenant en même temps. Pendant le confinement, quelqu'un qui n'aimait pas le mot quatorzaine m'a demandé pourquoi on avait besoin d'aller chercher de nouveaux mots, en me disant que la langue française était assez riche pour s'en passer. Eh bien pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est parce que la langue française s'adapte à ce genre d'événements imprévus, qu'elle crée, ou plutôt que nous, locutrices et locuteurs, créons de nouveaux mots, qu'elle est riche. D'ailleurs, c'est cette adaptabilité de la langue française qui a fait que nous avons évité pas mal d'anglicismes. Certes, il y a eu cluster, mais on n'a pas vraiment utilisé clapping ou lockdown. S'il y a une leçon linguistique à tirer de la crise du coronavirus, c'est peut-être qu'on ne peut pas réduire la langue à une liste de mots ou de pratiques langagières prédéfinies. Voilà, c'était un épisode spécial croisé, Programme B et Parler comme jamais, 2 podcasts de Binge Audio. Parler comme jamais est un podcast créé par Laëlia Véron avec la collaboration scientifique de Maria Candéa et soutenu par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cet épisode a été produit par Diane Jean et Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. On les remercie bien entendu et on se retrouve vite pour un nouvel épisode de Parler comme jamais.